Je suis avec Monsieur Caron, ancien membre du Parti des Verts, député dans le Grand Conseil valaisan. Monsieur Caron, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour parler avec moi. Eh bien, merci Klaus de m'accueillir, c'est très sympathique. Ouais. Vous savez, je vous avais découvert un peu plus qu'une année et j'ai eu tout de suite le sentiment que vous êtes un homme responsable, mais aussi très clair dans sa parole et courageux et un politicien très consensueux. Alors, j'aimerais commencer avec une première question. Vous étiez membre du Parti des Verts, mais vous êtes plus aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà, c'est toute une histoire dont le Covid a été un peu le révélateur. Donc donc moi j'étais novice en politique quand je me suis engagé. Je me suis engagé parce qu'il fallait quelqu'un sur ma commune et j'ai été brillamment élu, donc très surpris. Et comme je crois assez à la destinée, à ces choses-là, je me suis dit bon si j'ai été élu, c'est que j'ai quelque chose à faire, c'est que quelque chose va se passer. Et ok, j'y vais, j'y mets tout mon cœur. Et si et si j'y vais, c'est pas pour rien. Donc voilà, je suis comme ça. J'aime bien quand je mène des actions, j'aime bien les faire pleinement, les faire à fond. Et puis voilà, je me suis engagé là-dedans au sein des Verts parce que je suis agriculteur biologique et puis je suis un écologiste convaincu depuis des années. Donc ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui faisait aucun doute. Et je me voyais pas aller dans un autre parti. Et je trouvais que c'était le parti qui était le plus ouvert, qui était le parti le plus progressiste et tout. Puis je me suis dit, voilà, ça va très bien aller chez eux parce que ça correspond à mes idées. Avant de m'engager, j'ai quand même demandé si notre liberté de penser allait être respectée. On m'a dit oui, pas de problème, vous pouvez penser ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, on a des débats en interne, etc. Simplement, quand les objets Covid sont arrivés et que j'ai commencé à prendre la parole et à donner mon avis là-dessus, qui était bien entendu un avis qui était contraire à celui du parti, j'ai eu des problèmes tout de suite. Et là, très rapidement, on m'a dit, ça va pas, tu peux pas t'exprimer en public sur ces sujets-là parce que ton avis est contraire à celui du parti. Ça, on veut pas. Tu as le droit de penser ce que tu veux, tu as le droit de t'exprimer en famille ou avec des amis, mais pas publiquement si le sujet ne correspond pas à la ligne du parti. Alors ça m'a pas du tout convenu. Déjà, ça m'a profondément déçu qu'on soit pas aussi ouvert, parce que pour moi, on représente la population. La population, elle est variée. Dans la population, il y a différents avis. Chacun, même individuellement, chacun a un avis différent. Chacun a une couleur différente. Donc, même si on est tous ensemble réunis par le thème de l'écologie dans ce groupe ou dans ce parti, on a tous des nuances. Et on reflète la population. Donc pour moi, on pouvait très bien donner une image à la population d'un parti avec des gens variés, des gens avec des nuances, avec des avis différents sur les thèmes généraux. Et ça, c'était inconcevable. C'était pas possible. Il fallait donner une image unie, monobloc. Il fallait être, en tant qu'élu, comme une espèce de clone qui est là pour redire exactement ce que le parti dit. Par rapport au Covid. Mais par rapport aux autres sujets également. C'est ce que j'ai découvert et qui m'a beaucoup déçu. Je dis, le Covid, ça a été le révélateur dans cette affaire, mais pour les autres sujets, c'est la même chose. On peut pas avoir de nuances. Voilà. Donc ça, c'était une très grande déception. Et comme on n'arrivait pas à s'accorder, moi je leur ai dit très clairement, c'est absolument exclu. J'ai une légitimité populaire, j'ai été élu par des gens. Il y a des gens qui ont mis mon nom dans l'urne, donc je suis là pour les défendre aussi. Il y a plein de gens dans notre groupe qui sont comme moi, qui ont la même position que moi sur le Covid, et je les représente. En ce moment, on est en train, donc à cette époque-là, c'était à l'époque où on tentait d'introduire le pass. Voilà, j'appartenais à cette catégorie de gens qui allaient être lésés
par cette affaire. Et puis, ben, j'avais envie de défendre ces gens. Et là, on me disait, non, tu peux pas, c'est contraire à l'avis du parti. Et là, pour moi, c'était pas concevable. Oui. Je vois un conflit. Oui. Parce que vous dites, il y a des gens qui mettent mon nom dans l'urne et je le représente, mais au fond, je peux pas, comme je sens, je devrais le faire. Oui. Donc, il y a un conflit en vous, et par rapport aux marges de manœuvre, votre parti vous avez donné. Voilà. Et ça, c'est très personnel. Voilà. En fait, je me suis rendu compte que, finalement, en tant qu'élu, je devenais un élément d'un système qui devait fonctionner comme le système le voulait. Donc, j'étais plus une personne à part entière avec ses idées qui étaient là, puis qui pouvait amener ses nuances, qui pouvait amener les choses dans le débat. Donc, en tout cas, oui, on m'a dit oui, tu peux avoir des idées différentes, on peut même en débattre, mais publiquement, non. Publiquement, on montre une image qui est unie, une image complètement stéréotypée. Voilà. Et alors là, c'était pas du tout ma conception de la politique et puis de la liberté d'expression. Pour moi, c'était pas du tout ça. À la base, j'ai une formation d'artiste, donc la liberté d'expression, c'est vraiment une chose à laquelle je tiens vraiment. Puis je sais ce que c'est. Je sais qu'il faut se battre pour la garder. Et puis là, ben voilà, je me suis retrouvé complètement coincé par un système. Voilà. Quand le Covid est arrivé, vous avez eu un point de vue autre que l'avis ou l'opinion collective du parti. Vous avez cherché le dialogue pour partager, mais c'était difficile à échanger et de dialoguer sur ce sujet. Comment vous expliquez ces difficultés? Alors, déjà, ce qu'il faut que je dise, c'est que je suis agriculteur biologique, donc j'ai une façon de travailler au niveau professionnel où je soigne, je mets beaucoup de soins pour en fait renforcer la santé de mes plantes. Donc, en agriculture biologique, on agit en amont, on travaille sur le terrain, on met tout en place pour que les plantes soient en bonne santé et ne tombent pas malades, pour pas qu'on ait recours à de la chimie ou d'autres choses pour les soigner. Donc, en tant qu'agriculteur biologique, on est dans cette démarche déjà à la base. Donc là, on a cette crise qui arrive, on a ce virus qui arrive. Donc moi, la première chose à laquelle je pense, je me dis, ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour renforcer notre santé, pour renforcer notre système, pour pas tomber malade? Exactement avec la même logique. Et pour moi, c'est une logique qui est très écologique, en fait. Et par exemple, en tant qu'écologiste, on s'engage beaucoup contre la pollution de l'air, contre le bruit, contre la mauvaise nourriture, contre les polluants dans la nourriture, etc. On lutte contre toutes ces choses qui impactent le système immunitaire, qui impactent la santé générale. Et on fait ça pourquoi? On fait ça pour que les gens restent en bonne santé, que les gens ne tombent pas malades. Voilà. Donc, pour moi, c'est hyper logique. Et j'ai pas compris pourquoi le parti, tout d'un coup, du jour au lendemain, ne s'inscrivait plus dans cette logique. Le parti a suivi la doxa principale, a suivi les injonctions des États. On le découvre maintenant que c'était l'industrie qui était derrière, bien sûr, toutes ces choses-là. Mais voilà, a suivi ça en abandonnant complètement son raisonnement. Pour moi, c'était devenu complètement incohérent comme réaction. Alors maintenant, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à votre question. Ce qui m'intéresse est alors le contact avec les autres membres. Dès que vous avez posé des questions, ou vous avez fait comprendre que vous voyez les choses un peu différemment, comment ils ont réagi? Alors, il y avait deux sortes de personnes. Il y a des gens qui avaient le même ressenti que moi et les mêmes aspirations. Mais on s'est rencontrés tout de suite. On a formé un petit groupe pour pouvoir déjà en parler. Et puis on s'est retrouvés confrontés à des gens qui nous ont dit non.
nous, on est un parti qui suit la science, on écoute la science, on n'accepte pas des théories ou des développements qui ne sont pas basés sur la science. Mais c'était complètement ahurissant, parce que la science, c'est quoi, en fait? La science, c'est quelque chose qui est déjà extrêmement large, et puis qui est tout le temps en mouvement et en perpétuelle remise en question. On peut pas prendre quelque chose de monobloc et puis dire voilà, ça c'est la science, c'est comme ça. Il y a les sciences humaines et puis il y a les sciences dures. On peut pas comparer les mathématiques à la médecine. Parce que là, on est dans les sciences humaines, on est dans des choses qui évoluent, des choses qui changent, etc. Donc, on s'est retrouvé avec des gens qui étaient complètement bloqués sur cette idée complètement monolithique. Et moi, je l'ai dit comme ça, du reste, dans les médias, une idée vraiment monolithique où il n'y avait pas possibilité d'entrer en matière là-dedans ou de remettre en question. Ça faisait peur de remettre en question. Mais comme on a vu partout, comme pour vous, chez vous les médecins. Vous l'avez senti, cette peur? Mais très bien, oui. C'était comme un espèce de, c'était un déni, vraiment. On ne veut pas savoir, on ne veut pas voir. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Voilà. Et ça, c'est arrivé dans ce groupe-là. Et puis, les gens qui étions pas dans cette ligne principale, on n'était pas beaucoup. Et puis, on a essayé de faire quelque chose. Ça a été très mal pris. On a écrit au parti pour donner notre position. Ça a été extrêmement mal pris et ça a créé plein de problèmes. Voilà. Pourtant, vous avez fait exactement ce que la science construit, c'est-à-dire la science a besoin des débats pour chercher la vérité. C'est ce que je pense la politique partage avec les sciences, le débat. Donc, c'est la clé pour avancer. Mais par rapport au Covid, dans cette période-là, il n'y avait pas de débat sur des avis différents. Mmh. Tout à fait. Ouais. C'était des choses, mais complètement ahurissantes. Quand le vaccin est arrivé, on est des écologistes. En principe, on est contre les OGM. Pourquoi on est contre les OGM? Parce que déjà, on risque en les mangeant, que ça crée quelques changements sur notre corps, on n'en sait rien. On a peur de la dissémination de ces OGM dans la nature, au risque que ça fasse des influences et tout ça. Et là, tout d'un coup, on nous propose une injection qui va avoir un effet très clair à ce niveau-là, et d'un produit qui est issu de cette technologie, et là on se pose plus du tout ces questions. Là, et même on doit pas s'en poser. Et moi ça m'a terriblement choqué, quoi. Ouais. Donc vous avez un autre avis, vous essayez de communiquer votre position, et finalement vous avez vu, voilà, c'est compliqué. Il y a un avis principal qu'il faut représenter, vous n'étiez pas d'accord, et comment les choses ont évolué par la suite? Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, je leur ai tout de suite dit très clairement, je n'accepte pas qu'on limite ma liberté de parole, donc je vais m'exprimer publiquement, je vais dire les choses. J'ai été élu, j'ai une responsabilité par rapport aux gens, par rapport à la population. Je vais pas me taire, je vais pas me laisser brider, vous allez pas pouvoir faire ça. Je vais continuer à parler librement. Je suis pas en train de démonter ce qui est l'ADN de notre parti, l'écologie et ces choses-là. On est sur un thème général, un thème de santé. J'ai un avis là-dessus et je vais en parler. Donc ça m'a créé des problèmes tout de suite parce qu'ils étaient absolument pas d'accord avec ça. Donc j'en ai parlé publiquement, mais j'ai aussi déposé avec d'autres personnes des objets parlementaires relatifs au Covid et au traitement de la pandémie qui plaisaient pas, qui n'étaient pas dans la ligne du parti. Et puis ça a créé aussi des problèmes. Alors que du point de vue de la loi, quand on est élu, quand on est député, on a le droit de déposer des objets parlementaires et c'est spécifié dans la Constitution. On ne peut pas empêcher
On ne peut pas entraver un député dans ce travail. Et là, clairement, le parti a essayé de nous restreindre à ce niveau-là. Et c'était de manière indirecte, pas de manière directe, bien entendu, mais c'était vraiment inacceptable, ce comportement. Ça a mené à une certaine tension. On a participé à une séance de médiation pour essayer d'aplanir les choses. Avec ma collègue qui a également quitté le parti avec moi, on a été extrêmement déçus des résultats de cette médiation. Et puis suite à ça, on a décidé de proposer, on a fait plusieurs propositions pour sortir de cette affaire. Et la solution qui a été choisie, ça a été qu'on quitte le groupe parlementaire et le parti politique pour devenir indépendant. Donc nous sommes toujours élus, je suis toujours député au Grand Conseil valaisan, mais indépendant. Voilà ce qui s'est passé. Donc, vous restez dans le Grand Conseil en tant qu'indépendant, député au Grand Conseil, pour représenter les gens qui vous ont élu. Oui. Mm-hmm. La seule différence, c'est que vous n'êtes plus membre des Verts. Je ne suis plus membre du Parti des Verts et je ne suis plus membre non plus du groupe parlementaire. Parce que dans notre canton, c'est aussi le cas dans d'autres cantons, mais les élus, les députés peuvent se réunir en groupe, former des groupes parlementaires. Souvent, ces groupes parlementaires correspondent aux partis. Des fois, il y a plusieurs partis qui se mettent ensemble pour faire un groupe. Donc, et ces groupes parlementaires, selon leurs forces, ont droit à des sièges dans les commissions, dans les différentes commissions. Donc, comme je suis indépendant, je suis sorti du groupe parlementaire, j'ai plus la force suffisante pour avoir une place dans une commission, mais ça me dérange pas parce que tous mes autres droits parlementaires sont respectés. Je peux continuer à déposer des objets, je peux m'associer avec d'autres pour mener des actions parlementaires, faire la politique comme je l'entends. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de restriction. Et la place dans les commissions, c'est clair, j'avais une excellente place dans la commission de gestion. J'adorais ce travail, j'ai dû y renoncer, mais c'est pas grave. Dans la vie, je pense que c'est important de rester honnête avec soi-même, de rester cohérent par rapport à ce qu'on pense, et puis d'assumer. Il y a des choses qu'on perd, c'est pas grave. Moi, je suis persuadé que je vais récupérer quelque part ailleurs quelque chose. Et puis, ce que je suis en train de faire maintenant, même si c'est difficile, même si c'est pas toujours compris par mes collègues élus, ça fait rien. Moi, je pense qu'avec le temps, avec l'histoire, tout sera décortiqué et je pense que je serai fier d'avoir été cohérent avec ce que je pense. Voilà. J'entends que vous ne regrettez pas votre décision d'être parti. Tout à fait. Ouais. Ça. Personnellement, ça m'a enlevé un poids sur les épaules. Je me suis senti beaucoup plus libre, moins regardé. Et puis, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que on est deux. Hein, j'ai déjà dit, on est deux à avoir fait ça. On a cette liberté et on peut vraiment mettre le doigt sur n'importe quoi sans être contraint par les affaires de parti. Parce que souvent, quand il faut aller mettre le doigt sur un problème qui se trouve dans un département qui appartient à un conseiller d'État d'un certain parti, bien sûr, les députés élus de ce parti-là ont beaucoup de peine à le faire parce que c'est le conseiller d'État de leur parti. Là, nous, on n'a pas ça, donc on est complètement libre. On peut aller à gauche, à droite, n'importe où. On peut vraiment s'attaquer à ce qu'on veut en toute liberté, puis avec un point de vue aussi indépendant. Voilà, moi, je trouve ça très agréable. Ouais, ça correspond à ma personnalité, en fait, aussi. Vous étiez surpris, quelque part, à quel point les collègues politiciens et aussi les personnes dans des positions avec un pouvoir décisionnel important ont suivi la ligne officielle sans se poser trop de questions que ça pourrait être peut-être différemment.
Alors moi, ce que j'ai constaté en fait, c'est que on est dans un système où le conformisme a vraiment un poids énorme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont soit des élus politiques, soit des gens qui ont un pouvoir décisionnel dans l'administration, qui vont mettre une énergie incroyable à essayer d'être vraiment dans la norme, de se conformer à ce qu'on leur dit, de se conformer aux recommandations qu'ils ont reçues, et qui ne voient leur travail, leur position que comme ça. Donc, pour eux, réfléchir à la situation, essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de faire, quel impact ça aura, est-ce que c'est bien finalement ou est-ce que c'est pas bien finalement, est-ce que je dois obéir à ce qu'on me dit, est-ce que je dois écouter les recommandations qu'on me dit, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste, juste se poser ces questions, ils se les interdisent. Ils veulent, par peur de ne pas être conforme, par peur de ne pas être comme j'allais dire la société, mais c'est pas juste. Mais c'est comme le pouvoir ou comme j'ai un blanc. Je trouve pas le mot, je suis désolé. J'entends que des personnes avec un pouvoir décisionnel investissent beaucoup d'énergie pour garder un maximum de gens sur la même ligne. Ce qui correspond pas du tout à l'idée d'un débat. Donc on devrait avoir un débat pour trouver la meilleure solution. Mais par rapport au Covid, ce débat n'a pas eu lieu. Et dès que vous avez essayé de déclencher un débat, alors les choses sont devenues plutôt compliquées. Tout à fait, ouais. Et si je dirais dans cette crise, s'il y a bien une chose qui m'a particulièrement choqué, c'est de voir le manque de courage et la perte de confiance en soi de la population, puis de l'être en général, quoi. Pourquoi on n'a pas pu mettre les choses sur la table? Pourquoi on n'a pas pu en débattre? Tout a été interdit d'avance, débat interdit. C'est vraiment ça, quoi. C'était même pas qu'on essaye. On pouvait même pas l'essayer. C'était interdit de le faire, quoi. Pas interdit par des lois ou comme ça, mais interdit par la pression sociale, quoi. La société, un peu. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir été dans une société sous hypnose. Et puis je le voyais très bien au Parlement, exactement la même chose, quoi. Vraiment des blocs complètement fermés, quoi, avec une espèce de peur de fond qui régissait tout ça. Et encore maintenant, si on essaye de revenir sur le sujet, si on essaye de ressortir certaines choses qui se sont passées, puis qu'on essaye d'en discuter, mais tout de suite, on se retrouve avec des gens qui se ferment complètement, qui s'enferment dans le déni, qui veulent pas voir, qui veulent pas entendre. Pourtant, les faits sont là. Maintenant, on a des études, on a des résultats, on voit vraiment ce qui s'est passé, mais même comme ça, avant on le disait, on avait contre nous la propagande, j'ose ce mot, allez. La propagande d'État, et puis maintenant que les choses sont posées, qu'il y a des scandales qui ont éclaté, qu'on a compris certaines choses, qu'on a vu qu'il y avait eu certaines manipulations, mais malgré ça, on ne peut pas rentrer dedans, quoi. C'est hallucinant, quoi. Moi, ça me déçoit énormément. Et puis d'un autre côté, ça me permet un peu de comprendre ce qui s'est passé sous les régimes totalitaires dans l'histoire. On a appris ça tous à l'école, qu'il y a eu
des événements, puis que les gens se sont conformés, comme j'ai dit avant, se sont conformés à des idées par peur, par-ci, par-ça, puis qu'ils se sont mis à faire des choses complètement aberrantes sans se poser de questions. Et puis on s'est toujours dit, ça c'est le passé, ça n'arrivera jamais chez nous. Puis tout d'un coup, on commence à avoir des mécanismes comme ça. Et puis quand on a des évidences, on a des trucs, mais dans les mains, qu'on peut montrer, dire voilà, regardez, c'était pas comme ça. La réalité, elle était. On en a les preuves maintenant. Et puis que les gens sont encore complètement coincés dans leur truc, ils n'arrivent pas à s'ouvrir, ils ont encore peur. Moi, ça me terrifie, quoi. Ouais. Et c'est de la terreur, mais c'est aussi une énorme déception. Parce qu'il y avait quand même des gens que j'admirais, que je trouvais courageux, et puis de les voir tomber là-dedans, abandonner complètement leur confiance en eux, leur état d'être d'homme responsable, et puis debout sur ses pieds, qui réfléchit, qui regarde le monde et tout, puis de les voir complètement se conformer puis s'enfermer là-dedans, ça m'a extrêmement déçu. Ouais. Alors, ce qui m'a impressionné chez vous, c'était à quelle rigueur vous avez tenu à votre ligne et votre valeur et votre manière consciencieuse vers les gens qui ont mis la vôtre dans l'urne. Vous êtes parti du Parti des Verts et vous avez dit, j'étais même soulagé. J'imagine que vous étiez soulagé parce que vous étiez fidèle à vos valeurs. C'est juste. Oui. Alors là, je vois un homme libre. Je vois un homme qui n'a pas accepté à adhérer à quelque chose qui est en discordance avec ses valeurs profondes. Maintenant, ma question c'est, les médias, dans cette histoire de Covid, ont eu un rôle très particulier et très puissant. Parce que je peux imaginer beaucoup des politiciens, des scientifiques, des médecins, qui avaient la peur d'être crucifiés dans les médias, ce qui était effectivement arrivé. Est-ce que les médias ont écrit aussi quelque chose sur votre prise de position? Bien entendu, oui. Je suis passé dans les médias plusieurs fois, et puis on m'a tout de suite catalogué comme anti-vax. J'ai jamais dit ça, bien entendu. C'est une étiquette qu'on m'a collée dessus. Mais bon, voilà, moi je comprends. Je vois qu'il y a différents niveaux, que ça soit au niveau politique, au niveau scientifique, au niveau des médias, il y a différents niveaux. Donc il y a les médias locaux, il y a les politiciens locaux, etc., qui vont faire les choses par conformisme, comme j'ai expliqué avant, parce qu'ils ont peur, ils vont faire comme on leur dit de faire, et ils vont se mettre dans la ligne générale, et puis ils vont critiquer ce qui est à l'extérieur, ce qui est pas comme tout le monde. Et au niveau politique, au niveau du pouvoir décisionnel, on en parlait avant. Nous, on a bien sûr posé des questions très précises et très techniques aux gens qui prenaient des décisions pour leur demander oui, mais sur quelle base scientifique vous vous basez pour prendre telle décision? On aimerait savoir, et puis quels seront les résultats de vos décisions. On aimerait aussi connaître ça, si c'est profitable ou pas à la société. Mais ils nous ont pas répondu. Ils nous ont pas répondu parce qu'ils se conformaient à des instructions qu'ils recevaient de plus haut, ils se conformaient à des recommandations. C'était même pas des obligations, mais ils le faisaient volontairement. Ils appliquaient des recommandations sans réfléchir, et en étant incapables de comprendre ce qu'ils faisaient, de comprendre pourquoi ils le faisaient, et bien entendu incapables de pouvoir nous l'expliquer quand on leur demandait. Et puis, alors voilà, donc tout le monde se prévaut d'une autorité supérieure, donc ce sont les autorités sanitaires. Les autorités sanitaires cantonales se prévalent des autorités sanitaires nationales. On remonte la chaîne, on trouve bien entendu personne capable d'expliquer les choses à chaque niveau, et en remontant cette chaîne, on tombe sur quoi? On tombe sur le CDC aux États-Unis,
on tombe sur des personnes comme Anthony Fauci, voilà, qui a des gros problèmes maintenant, qui est complètement qui est attaqué de toutes parts sur ses positions. Et puis on se dit, ben voilà, on a suivi, il y a toute une chaîne qui s'est mise en place, qui a suivi des instructions qui partaient d'un point complètement qu'on peut complètement remettre en question. Et jusqu'au bas de la chaîne, et médias compris, quoi. Les médias, il y a des médias qui ont été extrêmement influents et qui ont roulé pour l'industrie, ça c'est clair et net. Et puis ces médias-là ont influencé tous les autres qui sont dessous. Moi, j'en veux pas aux journalistes locaux pour leur position. Je les en veux pas de me traiter d'anti-vax, par exemple, parce que je vois bien que ils sont pas compris. Là. Ils ont pas compris ce qui se passe, quoi. Alors, il y avait des collègues politiciens qui sont venus ces derniers mois et qui ont présenté des excuses par rapport à leur prise de position assez rigide. Et il y a quand même certains insights qui disent, voilà, en fait, t'as raison, on aurait dû plutôt mettre les choses plus en question. Alors moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans mes collègues politiciens, des gens qui ont eu des postes un peu importants et qui avaient un peu de conscience, ils sont partis. Ils sont partis, ils ont démissionné, ils font autre chose, ils se sont rendus compte que finalement c'était un combat contre quelque chose de trop grand pour eux, et puis ils ont préféré se protéger en quittant le navire. J'ai des collègues chez les Verts aussi qui ont fait ça, et dans d'autres partis aussi, il y a des gens qui avaient la même position que moi qui ont fait ça. Et par rapport à l'autorité exécutive, c'est-à-dire aux gens qui ont pris les décisions, là, ils sont encore complètement dans le déni. C'est clair, ils vont devoir s'excuser. C'est clair qu'ils vont devoir rendre des comptes. Et nous, on va travailler à ce qu'ils le fassent en tant que parlementaires. Donc, on va mener des actions pour que ça se passe. Il y a quand même un bon tiers de la population qui mérite ça, qui a vraiment été maltraité, qui a été exclu. Donc je parle des gens qui ont pas voulu se vacciner. On les a trompés, on les a humiliés. Et ça, ces décisions-là, elles n'étaient pas prises par des scientifiques ou des autorités sanitaires. Ces décisions, elles ont été prises par la politique, par les politiciens. Et il y a des gens clés qui ont pris certaines décisions, qui vont devoir s'excuser. Pour moi, c'est inévitable. Maintenant, dans quelle échelle de temps, j'en sais rien. Moi, je suis pas très optimiste pour avoir des excuses à court terme. Je pense que ça va prendre un certain temps. J'aimerais comprendre un peu mieux comment ça se passe lorsqu'on est en face des conseils d'État qui suivaient des recommandations qui viennent de supérieurs. Et vous avez eu des entretiens avec telle personne. Quelle est l'ambiance? Comment est l'ambiance? Alors, c'est très simple. Ils disent, c'est pas moi, monsieur, c'est les autres. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. J'applique ce qu'on me dit. Je me réfère aux autorités sanitaires ou autorités scientifiques. Je leur demande leur avis et ensuite, quand ils m'ont donné leur avis, j'applique ce qu'ils m'ont dit. Voilà. Et ces autorités-là, quand on va les voir et puis qu'on leur demande précisément, on leur pose des questions précises sur les choses qu'on veut, par exemple, qu'on veut avoir, les bases scientifiques sur lesquelles ils se basent pour donner leurs recommandations, ils les ont pas. Ils se prévalent d'une autorité qui est en dessus. Ben, par exemple, les autorités cantonales se prévalent des autorités de Swissmedic ou de l'OFSP qui sont des... Ils voient leur rôle plutôt comme un exécutant. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Et en fait, ce que j'ai compris aussi dans cette crise, ce que j'ai vu dans cette crise, où on a été très fort au niveau politique en Suisse, c'est pour organiser la déresponsabilisation. Il y a toute une chaîne de gens qui ont pris des décisions à tous les niveaux. Personne n'est responsable. Et ça va pas, quoi.
Moi, je trouve que quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui est dans un exécutif, quelqu'un qui décide, qui signe, par exemple, on va mettre des masques, on va faire la gym à des enfants de 9 ans avec des masques, la personne qui signe ce truc-là, cette personne, elle doit assumer ce qu'elle fait. Et là, on est dans un système où tout est organisé pour que personne n'ait de responsabilité. Et voilà, ça c'est nos combats du futur. C'est vraiment remettre les choses à leur place, remettre les gens qui avaient des responsabilités, qui ont pris des décisions à leur place. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont à un poste où quand ils décident quelque chose, ils doivent être capables de l'assumer. Sinon, ils ne le décident pas. Voilà. Et par rapport aux citoyens, le citoyen a le droit de savoir. Le gouvernement prend telle mesure, le citoyen a le droit de savoir pourquoi. Le gouvernement doit être capable de dire on a pris cette mesure sur cette base scientifique. Si le gouvernement n'est pas capable de la donner il doit la chercher. Le citoyen a droit à ça. On n'est pas dans un système où la population est déconnectée de ses élites politiques, quoi. C'est pas. Vous dites alors qu'il y avait une déresponsabilisation organisée dans les écoles. Vous le voyez aussi dans le système de santé. La déresponsabilisation, oui, parce que si on prend l'exemple de l'école, l'instituteur qui dit à l'enfant mets ton masque, qui donne l'ordre à l'enfant de mettre le masque, si cet enfant a un problème de santé après, cet enfant tombe malade ou j'en sais rien, ou un problème psychologique à cause de ce masque, on se retourne contre qui ? Contre l'instituteur qui a dit mets ton masque, mais l'instituteur va dire non, moi c'est mon directeur qui m'a dit de faire ça. Et le directeur dira non, moi c'est le département, c'est le service de l'enseignement qui m'a dit de faire ça. Et le chef du service de l'enseignement va dire ah non, c'est le conseiller d'État. Le conseiller d'État va dire ah non, c'est les instances sanitaires qui le disent, etc. Et finalement, personne n'est responsable. Donc là, au niveau politique, on a le devoir de démêler ça et on a le devoir de remettre les choses au bon endroit, les gens à leur bonne place, et puis de faire comprendre à chacun des éléments de cette chaîne quelles sont ses responsabilités, et puis que ça soit clair, quoi. Et les excuses viendront de tous ces étages décisionnels. Les excuses vont devoir revenir chacun à leur niveau. Et avant, on a parlé des médias. C'est la même chose pour les médias. Les médias qui se sont conformés, qui ont vraiment redit les choses, qui ont fait les perroquets, qui ont redit les choses sans travailler des sujets, sans chercher à comprendre, à diversifier, sans donner la parole aux avis divergents, et puis vraiment chercher les choses, et qui sont vraiment été des exécutants aussi de la théorie principale, j'avais dit avant, mais je le redis, quoi, de la propagande sanitaire, parce que c'est vraiment ça. Moi, je crois qu'il faut la nommer, il faut pas avoir peur de le dire, quoi. J'irai même un peu plus loin en disant que la désorganisation organisée a contribué aussi à la destruction de l'autorité. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec une autorité qui n'assume pas ses responsabilités? Donc, ça va être une question de temps pour que les gens prennent conscience que l'autorité a perdu son autorité. Oui. On est vraiment dans un système où, quand on est élu, quand on a, quand la population nous a donné un mandat, eh bien, on est responsable. C'est pas juste, oui, j'ai été élu, oui, je vais faire des lois, puis je vais décider des choses, mais oui, mais vous êtes aussi responsable de ce que vous faites, ce que vous décidez. Puis, bon. Vous êtes médecin, je vois bien que chez vous, c'était pareil aussi. Il y a aussi des médecins qui se sont complètement conformés, qui ont fait des choses contraires à ce qu'ils pensent ou à ce qu'ils sentent, juste par peur. Et puis, il y a des médecins courageux qui ont osé
s'affirmer et puis aller à compte courant de ça. On retrouve chez les juristes, on retrouve dans tous les domaines, on retrouve ce schéma. On a parlé de la presse, on a parlé de la politique et tout ça. Finalement, c'est quelque chose de complètement transversal dans la société. Et moi, je trouve très intéressant, et je recommanderais aux gens qui aiment lire, de lire la pièce de théâtre d'Eugène Ionesco, Le Rhinocéros. C'est une pièce de théâtre, c'est du théâtre, c'est une histoire dans l'absurde, vraiment qui montre ce mécanisme de conformisme et puis qui montre jusqu'où il peut aller. Et je trouve que c'est tellement parlant, c'est tellement une image parlante de ce qu'on a vécu et de ce dont on est en train de parler maintenant, quoi. Vraiment ça, quoi. Quand je vous écoute, je vois un homme pas seulement très clair dans sa parole, authentique, mais je vois aussi l'homme parler. Et lorsque je vous avais vu la première fois, c'était, je pense, novembre 2021, comme je le disais au tout départ, j'étais touché par votre clarté de réfléchir, votre manière consciencieuse. Et puis ensuite, à plusieurs reprises, au fil du temps, j'ai observé un homme qui évolue. Donc aujourd'hui, je vous vois encore plus clair, encore plus critique, encore plus courageux. Et vous m'avez dit une fois quelque chose, on est parfaitement sur la même longueur d'onde. Vous avez dit que ma vie, je ne vois pas comme juste une vie pour vivre le bonheur. Moi, je vis pour faire des expériences. Bon, nos expériences sont pas que des expériences agréables, on fait aussi des expériences désagréables, ce qui fait partie de la vie. Tout à fait, ouais. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que moi, en tant que médecin, j'ai particulièrement de plaisir à voir les gens évoluer. Ce qui me rend mal à l'aise, c'est quand je vois une situation toujours moins bien et se dégrader. Et moi, le plus grand plaisir quand je vois quelqu'un qui avance et qui fait un développement, idéalement sur tous les plans, et qui est capable de prendre des responsabilités. Parce que je pense, en tant qu'homme, on se construit beaucoup avec la responsabilité. Évidemment, on va faire des erreurs, des expériences douloureuses, et puis on se lève, on continue, on essaie une deuxième fois. Et chez vous, je vois quelqu'un qui a aussi quelque part développé un côté masculin de plus en plus puissant. En tout cas, moi, je le sens, je le vois comme ça. Avec vos actions, avec votre courage, avec votre parole. Bah c'est tout à fait ça. C'est parce que je fais du développement personnel, bien sûr, à côté. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et puis, dernièrement, là, j'ai commencé un processus de travail sur moi-même. Et puis, un processus où je me suis rendu compte que ma partie masculine était en fait sous-développée. Et j'ai vraiment travaillé là-dessus pour la développer. On est actuellement dans un monde, et puis peut-être que ça explique aussi le comportement de la population pendant cette crise. On vit dans un monde où on est en train vraiment d'effacer l'homme. Donc l'homme, il a une connotation du macho, du salaud, du patriarche, pardon. On a donné toute une connotation négative à l'homme. Et puis, à l'heure actuelle, les hommes sont un peu honteux de tout ça. Et puis, sont en train de devenir des gens complètement mous. L'homme est en train de se déconstruire complètement pour devenir quelque chose d'insipide, qui est plus fier de lui, qui est plus capable de décision, capable de prendre en main sa vie et puis de s'affirmer, d'être là, d'avoir son rôle
créatif, d'avoir son rôle protecteur, d'avoir son rôle où il réfléchit, où il met en place les choses, où il organise la société. On est en train en fait de déconstruire cet homme-là. C'est clair que l'homme macho, comme j'ai dit avant, c'était pas bien par rapport pour la société, puis justement par rapport au rapport aux femmes. Mais maintenant, on se retrouve presque dans l'inverse, où les hommes perdent leur virilité, perdent leur estime d'eux-mêmes, et puis ça donne peut-être aussi, ça explique aussi tous ces comportements qu'il y a eu, dont on a parlé avant, où les gens avaient des responsabilités, mais les ont pas prises, ils n'ont pas assumé ce qu'ils faisaient, ils n'ont pas dit non, ok, oui, j'entends ça, mais je vois ça aussi, et puis maintenant, qu'est-ce que je prends comme décision pour que la décision soit le mieux possible pour tout le monde? Mais cette décision, je la prends, c'est moi qui la prends, c'est moi qui décide de ce que je fais, je suis responsable et je serai capable d'en rendre compte après. C'est ça la virilité, c'est ça être un homme. C'est vraiment ce truc-là. Et voilà, ben moi je suis en train de travailler là-dessus. Et puis je trouve que c'est quelque chose qui est en train vraiment de s'affaiblir dans la société. Les hommes perdent leur valeur et puis ne savent plus qui ils sont. Voilà. Je parle des hommes parce que je suis un homme. Bien sûr que chez les femmes il y a aussi des choses à dire, mais voilà, je parle de mon chemin personnel. Ouais. Ah, c'est très intéressant. On est deux hommes Ouais. autour de la table. C'est vrai que moi aussi j'observe ces phénomènes venant tout d'abord des États-Unis, que la masculinité est quelque chose de toxique. Oui. Et je trouve très très inquiétant. Je nais homme, donc je nais coupable. Ouais, exactement. Non, mais ça va pas, quoi. Ça va pas. Là, on a vraiment un gros problème. Hein. Et puis bon, je parle pas encore de dire je nais homme blanc. Ouais. Ça veut dire que je nais esclavagiste et raciste, quoi. Moi j'ai découvert ça. Après des années, je faisais dans une autre culture. Je suis revenu en Europe. Après quelques années, je travaillais en Centrafrique. Puis je suis arrivé ici dans ce contexte européen et j'avais beaucoup de problèmes de réadaptation ici, plus que sur place en Afrique. Parce que mes valeurs étaient, déjà, je l'ai mis en question lorsque je suis arrivé en Afrique, mais je l'ai remis en question quand je suis retourné en Europe. Mais ce que je sens quand je vous écoute, c'est ces sentiments extrêmement agréables de pouvoir dire ce qu'on pense. De ne pas retenir. En fait, j'aimerais dire, mais j'ose pas. Voilà. Et ça, c'est triste. Hein. Mais la société ne veut pas que je dise. Exactement. La société ne veut pas que je sois là, que j'existe en tant qu'homme, en tant qu'être humain à part entière. La société ne veut pas ça. La société, elle veut quoi? Elle veut des consommateurs, des gens qui fonctionnent comme ça l'arrange, mais des gens qui sont, ouais. Quand je vous ai observé ces dernières 15 mois, j'ai vu de plus en plus cet homme qui pense moins à ce que les autres pensent, mais qui dit parce qu'il veut être vrai et authentique et fidèle à soi-même. Et ça, c'est la liberté. De ne pas être dépendant, ce que peut-être sera écrit dans un journal, ce qui va peut-être venir dans la télévision, d'assumer aussi les conséquences, de pouvoir dire vers son épouse, écoute chérie, tu t'inquiètes pas, tout est bien parce que je sens que pour moi c'est important, et d'avoir aussi ce lien avec ses proches, la confiance d'eux vers nous et nous vers eux, on est sur la bonne piste parce qu'on cherche ensemble la vérité. Ne pas être dépendant affectivement des retours positifs, ne pas être cassé parce qu'il y a un retour négatif, d'avoir cette force en nous de faire son chemin et de suivre sa mission. Et je reviens sur ce qu'on a déjà dit à plusieurs reprises, je me sens responsable à tous ces gens qui ont mis mon nom dans l'urne. Parce que c'est là où ça commence. Ils ont eu confiance en vous. Oui. Et vous, je vous avais senti comme quelqu'un, ah mais je dois donner quelque chose de retour.
Maintenant, je suis dans le Grand Conseil. Ok, ça jouait pas avec le parti. C'est pas grave. Mais je continue ma mission. Je vais pas me cacher maintenant parce que je ne veux pas me conformer. Je reste fidèle à mes valeurs et je reste fidèle à tous ces gens qui ont voté pour moi. Et je le sens encore plus fort aujourd'hui que 15 ou 16 mois en arrière. Ouais, c'est tout à fait. Je vous félicite pour ça. C'est très beau. Et c'est la liberté. Merci, ouais. C'est la liberté. Alors, j'aimerais encore continuer avec quelque chose qui concerne aussi moi et ma profession en tant que médecin. Vous êtes agriculteur bio, mais au fond, vous êtes formé en artiste céramiste. Qu'est-ce qui vous avait fait changer les chemins professionnels vers l'agriculture? Alors, donc, j'avais donc mon métier d'artiste céramiste, c'est un métier qui se passe dans un atelier où on fait beaucoup de travail assis. On passe beaucoup d'heures assis à l'atelier à travailler. Donc c'est très sédentaire, très statique comme travail. Et puis je me suis retrouvé à un moment donné, j'ai commencé à avoir un peu des problèmes de santé, des problèmes de digestion. J'avais le ventre gonflé, j'étais pas bien. Et puis j'ai remarqué que quand je bougeais plus, ça allait mieux. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, il faudrait que je diversifie mon activité pour être plus dehors à bouger et puis pas tout le temps dedans à travailler assis. Et puis là, j'ai commencé à faire du jardin et puis avoir des premiers animaux et puis avoir quelques terrains. Puis ça me plaisait beaucoup d'être dehors puis de faire ça. Et puis cette partie a tellement grandi, cette partie agricole a tellement grandi qu'à un moment donné, j'ai dû prendre la décision de dire maintenant, soit je reste artisan et je rediminue cette partie agricole parce que c'est trop grand, j'arrive pas à tout faire, soit je deviens agriculteur et je diminue ma partie d'artisan. Et ce que j'ai décidé à ce moment-là, je me suis dit je ferai de l'artisanat l'hiver ou de l'art et je ferai de l'agriculture l'été. Simplement, c'était juste matériellement pas possible. Je me suis très vite rendu compte parce que la saison agricole, elle finit fin décembre et puis elle recommence au mois de février, donc c'était pas possible. Enfin, mon idée, c'était un rêve, quoi. C'était concrètement pas réalisable. Donc, à un moment donné, j'ai pris la décision de devenir agriculteur. Puis à ce moment-là, j'ai augmenté mes terrains, mes animaux pour avoir une exploitation agricole normale, quoi. Et ça, c'était quand? C'était en 2003, donc il y a une vingtaine d'années. Donc j'avais 30 ans. Et maintenant, à 50 ans, je suis en meilleure forme physique qu'à 30 ans. Je suis mieux physiquement au niveau de ma santé parce que j'ai une énergie qui est incroyable et puis dans la tête aussi, ça va super bien, quoi. Ouais. C'est là que je me dis, on peut, dans la vie, il y a des choses qui peuvent changer. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de rester actif, de rester ouvert, de toujours chercher les nouvelles choses et puis de jamais se bloquer sur des croyances ou des trucs qui nous empêchent d'évoluer. Moi, comme vous avez dit avant, moi je partage tout à fait ça. Moi, je suis là dans ce monde pour apprendre, faire des expériences pour apprendre. C'est ça qui me motive. Avancer, toujours des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes, faire des nouvelles choses, apprendre des nouvelles choses, apprendre sur moi, faire du développement personnel, c'est ça qui m'intéresse. Ça fait longtemps que j'ai fait une croix sur la recherche du bonheur. Le bonheur, il vient quand on l'attend pas. Voilà, puis quand il est là, faut l'apprécier. C'est comment on travaille avec les plantes tous les jours, oui. Dans la nature tous les jours, en contact avec les animaux. Oui. C'est comment pour vous? Pour moi, c'est génial parce que j'ai d'un côté le monde des humains, avec la politique et tout ça, où je rencontre les gens avec leurs idées, la société, etc. Puis de l'autre côté, j'ai le monde des plantes, le monde végétal et le monde animal. Et bien sûr qu'il y a une communication dans ces deux mondes. On est des êtres sensibles et puis moi, en particulier, extrêmement sensible.
Donc j'ai vraiment un très bon feeling avec mes animaux et une communication avec eux et avec mes plantes pareil. Et puis je trouve que ça me donne un bon équilibre et puis ça me donne aussi, ça m'a permis, pour revenir à l'histoire de la crise Covid, ça m'a permis de garder les pieds sur terre et puis de pas me laisser prendre dans ce truc incroyable parce que voilà, quand on est et du reste il y a beaucoup de paysans qui sont restés très sceptiques et qui sont pas embarqués là-dedans. Puis je comprends, quand on a contact avec la nature, vraiment un contact intime avec la nature et les animaux, on arrive vraiment à garder les pieds sur terre, comme on dit. Voilà, c'est exactement ça, quoi. On pourrait dire que la nature, quelque part, vous avez aussi guéri de plus en plus au fil du temps. Oui, bien sûr, oui. Bouger, être dehors, regarder, je vois au niveau comment on regarde les choses, observer la nature, regarder des choses qui sont près ou des choses qui sont loin. Enfin, c'est très varié quand on travaille dehors. Ce qu'on fait, c'est pas la même chose quand on est toujours sur un dossier ou sur un écran. On a toujours les choses toujours tout près à la maison aussi. Moi, je pense qu'il y a un impact sur le cerveau, il y a un impact sur la psyché évident. Quand on parle d'ouverture d'esprit, bah oui. Moi, je fais une corrélation, hein, en tout cas. En tout cas, j'ai beaucoup aimé notre entretien. Et je pense une des choses très positives de cette période Covid, c'est d'avoir rencontré beaucoup de personnes très, très intéressantes, dont vous faites certainement partie, mais vous n'êtes pas juste une personne intéressante. Vous êtes pour moi un politicien comme on les a besoin. Quelqu'un qui réfléchit, qui questionne, qui parle, qui est courageux, qui peut aussi admettre certaines faiblesses. On est des êtres humains, on se construit avec des expériences. L'expérience Covid est une expérience et j'espère qu'on va voir plus de personnes comme Monsieur Frédéric Caron qui a partagé son temps avec nous. Donc, merci beaucoup, Frédéric, pour ce partage. J'espère qu'on a l'occasion de se revoir et partager plus de temps ensemble. Ben oui, merci à vous. Et puis j'espère que ça intéressera les gens, tout ce que j'ai dit, et que ça les motivera à prendre leur place d'être humain sur cette planète, pas être des objets. J'ai rajouté un petit mot. Parce que quand j'ai commencé à faire des interviews avec des personnes où je dirais ça serait bien de leur donner la parole, et je me suis pas du tout rendu compte de l'impact de ce travail. Et j'ai vu au fil du temps une soif, un grand intérêt pour dans la population, dans les jeunes, mais aussi dans toutes les tranches d'âge finalement, de partager ce que nous on discute. Donc, je suis complètement convaincu que ça va être intéressant pour beaucoup de personnes. Est-ce qu'on trouve des personnes comme vous qui sont d'accord à partager? Ça, c'est une autre question. C'est mon boulot de les identifier, d'organiser, etc. Mais l'intérêt est là. Et je pense que vous êtes un très bon modèle pour les jeunes hommes. Puisqu'on a parlé beaucoup de la masculinité, virilité, etc. Et ces jeunes hommes sont souvent mal parce que personne ne les montre comment prendre des responsabilités et comment faire son chemin. Ils ont besoin des hommes comme vous pour donner un exemple. Mm-hmm. Bon, merci beaucoup. Merci à vous.